Bienvenue sur Chevalier du 21e, mon nom est Manon Chevalier. Aujourd'hui, nous allons passer à travers la partie 7, la dernière partie de ma série sur les réformes de l'éducation au Québec. 1964, la trahison de l'élite québécoise, ou comment l'Empire britannique a détruit l'identité canadienne-française. Si on récapitule les premières parties, la partie 1 fut consacrée à l'identité québécoise, la partie 2 aux origines de l'Empire britannique, la partie 3 à la franc-maçonnerie et à l'infiltration au Vatican, les parties 4, 5, 6 au siècle qui a précédé les réformes, les différentes tentatives et attaques, et finalement l'opération de bris d'identité dans la 6e partie. Et nous en sommes à l'après dans la partie 7. Donc, posons-nous la question qui tue, qu'est-ce que ça a donné, les réformes de l'éducation 60 ans plus tard? Quel est le bilan de cette grande réforme qu'on célèbre encore aujourd'hui? Commençons par le segment 7A, le bilan de Gérin-Lajoie. L'homme qui a redessiné le système d'éducation québécois, qu'a-t-il fait après 1964? En fait, c'est probablement l'homme le plus honoré de l'histoire du Québec moderne. 13 doctorats honorifiques, plus de 10 distinctions majeures. Le prix Georges-Émile Lapalme en 2013. Parfait bilingue, il préside la conférence du Commonwealth sur l'éducation en 64. Très révélateur pour son succès, n'est-ce pas? Puis une mission de l'OCDE aux États-Unis en 1969. La Banque mondiale, l'ONU, l'ACDI, on le célèbre comme un pionnier de la francophonie, un homme qui a su choisir la bonne équipe. Mais pendant que Gérin-Lajoie collectionnait les honneurs, qu'arrivait-il au Québec? Et je vous montre ici une prise d'écran que j'ai pris du site, n'est-ce pas, les prix du Québec. Donc, les prix du Québec, où on voit clairement qu'il a présidé la conférence du Commonwealth sur l'éducation en 1964. Donc, il est devenu un expert sur la question, ayant réussi à détruire notre système ici. Donc, si on passe maintenant aux conséquences 60 ans plus tard, regardez ce tableau. Le cours classique de 8 ans, latin, grec, rhétorique, philosophie, a été remplacé par un secondaire allégé et 2 ans de cégep. Le résultat, moins de diplômés avant, mais une formation plus rigoureuse. Aujourd'hui, il y a plus de diplômés, mais 53% d'analphabétisme fonctionnel. Donc, c'est un nivellement par le bas. Le vocabulaire moyen est passé de 8 à 10 000 mots à 3 500 mots. Comment peut-on penser de façon nuancée avec si peu de mots de vocabulaire? Les enseignants, avant, ils étaient formés dans les écoles normales avec des exigences strictes. Aujourd'hui, environ 45% des futurs professeurs échouent l'examen de français à la première tentative. Le classement international, il n'existait pas à l'époque, mais les Allemands venaient étudier notre modèle. Aujourd'hui, le classement PISA est en déclin constant. Moins 17 points en lecture pour le Québec, moins 22 en mathématiques. Et la dette publique, avant 1964, elle était de 0. Aujourd'hui, plus de 250 milliards de dettes. On a démocratisé l'accès en vidant le diplôme de sa substance. Mais voici l'ironie suprême de toute cette histoire. En 1952, des missionnaires québécois ont fondé une école à Kyoto, l'école Rakusei. Aujourd'hui, c'est une école d'élite qui forme les futurs cadres de l'industrie japonaise. En 1982, on voit René Lévesque à l'écran, il a fait une visite au Japon et dans le cadre de sa visite, il est allé visiter l'école fondée par des pères québécois et il a demandé au directeur quelle était la clé du succès. Et le père a alors répondu « Nous avons gardé les méthodes d'enseignement du Québec des années 40. Ce que le Québec a abandonné, les Japonais l'ont conservé. Et ça marche. La méthode qu'on nous a dit être arriérée forme aujourd'hui l'élite japonaise. » Alors, qui était vraiment Paul Gérin-Lajoie? Un aliéné, formé à Oxford, il a appris à juger sa culture avec les yeux de l'Empire. Un technocrate élitiste. Pour lui, la société était un système à optimiser. Le peuple, un obstacle arriéré à moderniser. Il était arrogant, il méprisait les structures traditionnelles et la volonté populaire.
un collaborateur. Hein. Il a fait le travail de dissolution de l'intérieur. L'agenda Fabien dans toute sa splendeur. Un zélé. Son empressement à servir la cause assimilatrice était remarquable. Un carriériste vaniteux, collectionneur compulsif d'honneur, 13 doctorats, plus de 10 distinctions, il a choisi l'équipe gagnante pour accéder au cercle d'élite. Banque mondiale, ONU, ACDI. Son intelligence a été mise au service d'un projet qui a nié la spécificité et l'intégrité de sa nation d'origine. Si seulement Gérin-Lajoie avait mieux étudié les grands penseurs de la tradition. Blaise Pascal, Chateaubriand, avec le génie du christianisme, Paul Claudel, avec sa conversion à Notre-Dame de Paris, le russe Solzhenitsyn, j'ai du mal à le dire, Solzhenitsyn et l'anglais Chesterton, qui a dit la citation qui me plaît le plus. Il a dit « Ne démolissez jamais une clôture avant de savoir pourquoi elle a été construite. » Avec leur profonde compréhension de l'âme humaine, il lui aurait rappelé une vérité. On ne refonde pas une société comme on dessine un plan sans risquer de briser son âme. Et comme l'a dit Chesterton, et je tiens à le répéter, il aurait su qu'il ne faut jamais démolir une clôture avant d'avoir compris pourquoi elle a été construite. Passons au segment 7B, l'international de l'éducation. Nous avons vu le bilan catastrophique de la réforme Gérin-Lajoie au Québec, mais ce qui s'est passé ici n'était pas un phénomène isolé, comme vous le savez. Dans les décennies qui ont suivi, la même stratégie de destruction de l'éducation traditionnelle s'est déployée à l'échelle mondiale, un peu avant et après. Donc, et derrière cette offensive, on retrouve toujours les mêmes acteurs, les mêmes fondations, les mêmes réseaux, les mêmes méthodes. Voyons qui finance cette entreprise mondiale de transformation de l'éducation aujourd'hui. Donc, George Soros, c'est le nouveau Rockefeller. Oui, si on peut dire, oui, parce que Rockefeller était réellement promoteur de l'agenda Fabien, et on peut dire que George Soros aura pris la relève. Donc, l'homme qui a fait sauter la Banque d'Angleterre en 1992 et gagné $1 milliard en une seule journée. Il a été formé à la London School of Economics sous la tutelle du philosophe Karl Popper, et l'inventeur du concept de société ouverte, n'est-ce pas? Ce milliardaire a lancé sa philanthropie en 1979 et distribué depuis plus de 32 milliards de dollars à travers le monde, donc depuis 1984, pour financer quoi? Regardez cette diapo, les révolutions de couleur en Europe, hein, on le voit en bas à gauche, en Europe de l'Est notamment, mais un peu partout, en Serbie, Géorgie, en Ukraine, toutes soutenues par ces fondations. Aux États-Unis, plus de 50 millions de dollars pour faire élire des procureurs qui refusent de poursuivre certains crimes, donc en bas à droite. Et en 2020, 220 millions pour Black Lives Matter et organisations connexes. En Ukraine, où ces fondations ont investi 230 millions depuis 1990, on a vu émerger des groupes comme les Femen et les Pussy Riot, des militantes qui profanent les églises au nom du progrès et du féminisme. L'immigration de masse, la légalisation des drogues, les campagnes pro-avortement en Irlande, en Pologne et ailleurs, c'est lui. Il est partout. Mais au-delà du chaos politique, il y a quelque chose de plus profond. L'éducation. Soros a compris que les Fabiens avaient compris un siècle avant lui, pour transformer une société, il faut d'abord transformer ses universités. Sa fondation finance aujourd'hui près d'une centaine d'universités. Elle a créé la Central European University en 1991 et en 2020, elle a lancé un réseau universitaire mondial avec un engagement d'1 milliard de dollars. 1 milliard pour former ce qu'ils appellent des citoyens globaux, des jeunes formés à rejeter les traditions et les identités nationales. Plus de 20 000 boursiers ont déjà été formés dans ce réseau. 20 000 futurs professeurs, journalistes, fonctionnaires, tous imprégnés de la même vision du monde. C'est exactement la méthode fabienne, infiltrer les institutions éducatives pour transformer la société de l'intérieur. Et le Canada dans tout ça? Chrystia Freeland, notre ancienne vice-première ministre, a rencontré Soros en 1990 à Kiev. Elle le considère comme un ami.
Cette boursière Rhodes deviendra en juillet 2026 la directrice du Rhodes Trust elle-même. La boucle est bouclée. À partir de 1990, l'OCDE accélère le mouvement. L'approche par compétence se généralise partout. On ne transmet plus des savoirs, on évalue des savoir-faire. Un socle commun minimal est imposé, c'est le minimalisme éducatif obligatoire pour tous. L'enseignant devient un gestionnaire, évaluation permanente, bureaucratisation à outrance, l'éducation devient un marché, logique entrepreneuriale, gestion axée sur les résultats, les établissements sont mis en concurrence les unes contre les autres. L'objectif, former le travailleur flexible, celui qui sait apprendre à apprendre, mais qui ne sait plus rien de solide. Et surtout, c'est un nivellement généralisé. L'excellence est découragée, la conformité est encouragée. D'ailleurs, Pauline Marois lance cette réforme au Québec en 1997. François Legault en hérite et l'implante à partir de 1998. Donc, implémenter les réformes n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est ce qu'il faut savoir. C'est des recommandations. Mais l'OCDE a mis en place des incitatifs qui vont pousser les pays à suivre, sinon il va y avoir des problèmes pour eux. Donc, un des premiers mécanismes, c'est les révisions volontaires. Évidemment, ça ne fonctionne qu'avec des politiciens déjà acquis à l'agenda de l'OCDE et de la standardisation des systèmes d'éducation. Mais une fois en place, ils demandent eux-mêmes à l'OCDE de réviser leur système. Et l'OCDE leur fournit la légitimité internationale dont ils ont besoin pour faire passer les réformes. L'institution internationale devient une référence quasi sacrée, étant suivie par de nombreux pays. Et il sera difficile pour les opposants à l'intérieur du pays de s'opposer à ces recommandations. Imaginez, moi, je suis un agent mondialiste, je suis ministre dans mon pays et je veux passer des réformes de l'éducation qui sont impopulaires. Quelqu'un ose s'opposer à moi et là, je brandis l'OCDE mondialiste, une institution internationale qui est de mon avis et ça me donne beaucoup de poids dans mon pays pour être capable de passer mes réformes. Un exemple concret, en France, en 2015, Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation et elle a fait sa réforme des collèges qui était très controversée. Elle est allée à Paris au siège de l'OCDE pour recevoir un bon point de leur part et l'OCDE a publié une note disant que les réformes vont dans la bonne direction. Donc le résultat, ça a été qu'elle peut dire aux critiques « l'OCDE recommande mes réformes », c'est une légitimité internationale instantanée. Le deuxième mécanisme, c'est qu'il y a plus de 40 000 hauts fonctionnaires nationaux qui sont intégrés dans les comités de l'OCDE. Donc, il y a des experts de tous les pays, incluant du Canada et du Québec. Ils rentrent ensuite chez eux avec les bonnes pratiques. Donc, on leur paye des voyages à Paris, des conférences prestigieuses. On en fait des missionnaires. C'est de la corruption douce qu'on appelle. Et le troisième mécanisme, c'est le classement PISA. L'OCDE a créé ce classement qui génère une pression médiatique et politique énorme sur les politiciens. Donc, quand un pays chute au classement, c'est le choc PISA. Et les politiciens s'empressent d'adopter les bonnes pratiques recommandées pour que leur score soit élevé et qu'ils ne soient pas pointés du doigt par les médias internationaux. Et le plus beau dans tout ça, c'est que l'OCDE définit elle-même les règles du jeu. Donc, PISA ne mesure pas les connaissances classiques comme l'histoire, la littérature, la culture générale. Non, 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 non. Il mesure des compétences pour la vie quotidienne. Autrement dit, si tu joues à leur jeu, tu scores bien. Sinon, on te dit que ton système est en échec. Et tout ça sans aucune légitimité démocratique. Donc, les révisions volontaires, la corruption douce, le classement PISA, ce sont trois mécanismes, mais qui ont un seul objectif, vous faire croire que vous avez choisi ce qu'ils veulent vous imposer. Si on continue dans l'après-réforme de l'éducation, on a aussi la fondation Bill et Melinda Gates, fondée en l'an 2000, qui a un rôle mondial vraiment crucial dans ce qui est en train de se passer dans nos systèmes. Donc,
comme la fondation Rockefeller avant elle et la fondation Soros, la fondation Gates finance les organismes internationaux qui définissent et imposent la standardisation des programmes éducatifs. Donc, ces organismes sont la Banque mondiale, c'est le bras financier. Elle accorde des prêts conditionnels aux pays qui acceptent d'adopter les réformes. Il y a l'UNESCO, qui est financée par sa fondation, qui, elle, fait la promotion de la citoyenneté mondiale pour l'éducation, l'objectif de développement durable numéro 4 de l'ONU. Il y a l'OCDE, qui est financée par Bill Gates, donc qui joue le rôle de police de l'éducation avec la charte PISA dont on vient de parler. Et il y a l'UNICEF, c'est le bras opérationnel, accès direct aux enfants dans 190 pays du monde pour faire de la construction d'écoles, la distribution de matériel et des programmes numériques. Et j'entends déjà des gens qui vont contester en disant « Oui, mais sans ces fondations, il y a des pays pauvres qui n'auraient pas accès du tout à ce type de financement qui leur permet d'envoyer leurs enfants à l'école. » Donc, on va y revenir, mais je voudrais simplement dire un mot sur le Canada avant. Donc, une fois que les standards là, dont on parlait sont générés, les gouvernements n'ont plus qu'à adopter volontairement. Le Canada est membre de l'OCDE, il faut savoir, et soumis au classement PISA. Donc, le Québec subit donc indirectement la pression internationale. Les réformes qu'on nous présente comme des choix québécois ne sont que l'application locale de l'agenda mondial. Bien entendu, c'est encore plus facile lorsque les élus ont été présélectionnés, promus et médiatisés parce qu'on sait qu'ils suivront le programme sans rechigner. Et maintenant, juste pour revenir sur ces fameux clichés où on pense que les grands philanthropes dans l'éducation sont une bénédiction pour les enfants en Afrique, on va passer à travers des informations qui montrent vraiment ce qu'est la réalité. Donc, on va vous dire, par exemple, que c'est formidable parce qu'ils financent l'éducation dans les pays pauvres. Sauf que ce sont des prêts, il ne faut pas oublier, ce n'est pas des dons, c'est des prêts. Les pays s'endettent. Donc c'est formidable, ils construisent des écoles dans les pays pauvres. Ça, c'est l'autre cliché, n'est-ce pas? Ils construisent des écoles. Oui, avec 9,6 conditions en moyenne par prêt. La privatisation des curriculums est imposée, c'est la destruction de la culture locale. Voilà, la destruction de la culture locale subventionnée. On va dire aussi c'est formidable car ils aident les enfants qui n'apprendraient rien, sinon absolument rien. Et là, on dit vraiment parce qu'après 60 ans de cette aide, il faut dire que 87% des enfants africains de 10 ans ne savent toujours pas lire. Ce n'est pas de l'aide, c'est de la colonisation culturelle déguisée en philanthropie. Continuons avec le segment 7C, l'achèvement. On vient de voir le contexte international après les réformes de l'éducation, mais au Québec, il faut savoir que la destruction n'était pas terminée après 1964. De 1997 à 2020, une série de lois et de réformes ont achevé la destruction de ce qui restait du système d'éducation catholique au Québec, avec la supervision de l'OCDE. Et les mêmes noms reviennent encore et encore. En 1997 a lieu l'abrogation de l'article 93 de la Constitution canadienne. C'est quoi l'article 93? C'est le verrou constitutionnel qui protégeait les droits des catholiques et des protestants en matière d'éducation depuis 1867. Regardons ensemble ce que cet article garantissait. J'ai mis tous les articles de loi parce que c'est important que les Québécois on commence à s'intéresser aux détails de nos lois et de ce que font les politiciens dans notre dos. Donc l'article 93 comportait 4 protections fondamentales. Prenons-les une par une. Premièrement, le droit acquis intouchable, la province ne pouvait pas abolir les droits que les catholiques avaient déjà en 1867 concernant leurs écoles. C'était un verrou. Les droits acquis étaient intouchables. Deuxièmement, le droit de dissidence pour les minorités, là où les catholiques étaient majoritaires, les protestants avaient le droit de créer leurs propres écoles dissidentes et vice-versa. C'était la protection des minorités religieuses. Troisièmement, le recours d'appel à Ottawa. Si la province violait ses droits,
la minorité pouvait faire appel au gouvernement fédéral, Ottawa. Ottawa devenait alors le gardien des droits confessionnels, un recours au-dessus de la province. Et quatrièmement, le pouvoir d'intervention fédérale. Si la province refusait de respecter ses droits, Ottawa pouvait légiférer à sa place pour les faire respecter. C'était le bâton ultime. Donc ces 4 protections avaient tenu bon pendant 130 ans. Elles allaient disparaître en une seule phrase. En 97, Lucien Bouchard est premier ministre québécois et Jean Chrétien, premier ministre canadien. Ils font adopter l'article 93A avec une seule phrase. Les paragraphes 1 à 4 de l'article 93 ne s'appliquent pas au Québec. Une seule phrase pour démolir 130 ans de protection constitutionnelle et juste pour le Québec, pas pour les autres provinces. Donc, comment cette abrogation s'est-elle faite? Sans référendum, sans consultation populaire. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité en prétendant qu'il y avait un consensus. Un consensus jamais vérifié auprès de la population. Ni les médias, ni les politiciens n'ont discuté ouvertement de l'effet principal, la perte du droit des parents de choisir une éducation religieuse pour leurs enfants. Regardez bien cette photo. On vous présente, et moi juste à regarder, ça me met en colère. On vous présente ces 2 hommes comme des ennemis jurés. Souvenez-vous, le combat entre le provincial et le fédéral, le souverainiste contre le fédéraliste. 2 ans plus tôt, ils s'affrontaient lors du référendum de 1995. Bouchard pour le oui, Chrétien pour le non. Mais quand vient le temps d'abolir les protections constitutionnelles de l'identité, qui fixe l'identité du Québec, de l'éducation catholique, soudainement ils coopèrent parfaitement. Bouchard fait la demande à Québec, Chrétien l'a fait adopter à Ottawa. Ces 2 hommes gravitent autour du même réseau, Power Corporation, la famille Desmarais. Chrétien est le beau-père d'André Desmarais, Bouchard est un ami de la famille, une amitié qui, selon le Globe and Mail, l'a rendu suspect parmi les souverainistes. Mulroney, Trudeau, Paul Martin, tous liés à ce même réseau. Le théâtre politique s'arrête quand il s'agit de détruire l'identité catholique. Sur ce point, ils sont parfaitement alignés. L'article 93 existe toujours, il s'applique aux autres provinces, mais pas pour le Québec. Il est désactivé par l'article 93A. Le Québec a volontairement troqué une protection constitutionnelle de son identité catholique garantie depuis 1867 contre une simple protection législative que l'État peut modifier à sa guise. La porte était maintenant grande ouverte pour ce qui allait suivre. Maintenant que le verrou constitutionnel était sauté, on pouvait passer à l'étape suivante. Deuxième étape de 1998 à 2002, on en a déjà un peu parlé, François Legault entre en scène. Lucien Bouchard le recrute en 1898 et le nomme ministre de l'Éducation, avant même qu'il soit élu. Un homme d'affaires parachuté directement au poste clé d'éducation. Il hérite de la réforme conçue par Pauline Marois, cette fameuse réforme de l'OCDE qu'on a vue plus tôt, celle du travailleur flexible et du nivellement généralisé vers le bas. Voyons maintenant comment Legault l'a implanté concrètement. Les commissions scolaires confessionnelles sont transformées en commissions linguistiques, comme vous le savez, rendues possibles par l'article 93A. On prépare l'abolition des cours de catéchèse et on implante la réforme par compétences. Fini l'enseignement des connaissances, place au savoir-faire. Les notes en pourcentage sont abolies, les bulletins deviennent incompréhensibles pour les parents, c'est l'abolition quasi totale du redoublement. Donc un enfant médiocre va tout de même aller à l'année suivante. On fait passer tout le monde, peu importe le niveau. C'est la recette de l'OCDE qu'on a vue, appliquée au Québec par un homme qui a su choisir la bonne équipe et qui est aujourd'hui, depuis peu, il a démissionné, mais qui était notre premier ministre jusqu'à récemment. Pourquoi niveler par le bas? Parce qu'un peuple qui ne connaît plus son histoire, qui ne sait plus raisonner, qui n'a plus de repères, c'est un peuple facile à gouverner. Le travailleur flexible de l'OCDE, c'est le citoyen docile du nouvel ordre mondial. Les élites gardent l'éducation d'excellence pour leurs enfants seulement. Le nivellement, c'est pour les nôtres. Troisième étape, en 2008. Ça continue
avec Jean Charest. Il impose le cours éthique et culture religieuse qui a fait polémique en 2008, le fameux ECR. Et qui est Jean Charest? Encore un membre du réseau. Paul Desmarais l'a personnellement convaincu de quitter la politique fédérale pour devenir chef du Parti libéral du Québec. Le Globe and Mail l'a confirmé. On a vu qu'en abolissant l'article 93 en 1997, les Québécois ont perdu leur droit de veto constitutionnel sur l'enseignement religieux. La porte était donc ouverte et Charest l'a franchie. 11 ans après l'abrogation de l'article 93, Charest impose donc un cours de relativisme religieux obligatoire. C'est quoi le relativisme religieux? C'est l'idée que toutes les religions se valent, que la foi catholique de nos ancêtres n'a plus de valeur que n'importe quelle autre croyance. On déracine les enfants de leur héritage. Et quand les parents catholiques ont contesté, la Cour suprême a confirmé qu'ils n'avaient plus leur mot à dire. Michel Courchesne, qu'on voit à l'écran, alors ministre de l'Éducation, a été clair. On ne négocie pas un virage aussi important sans écraser d'orteils. Je ne ferai aucune concession et refuse les exemptions. Une mère catholique déboutée devant la Cour suprême en 2012 a déclaré « C'est décevant et antidémocratique de ne pas pouvoir avoir mon mot à dire dans l'éducation de mes enfants. » D'abord, on abolit le verrou constitutionnel, ensuite on nivelle par le bas et maintenant on impose le relativisme. La porte est encore une fois grande ouverte pour imposer n'importe quoi. On arrive en 2019 et en 2020. Quatrième étape, François Legault revient pour achever le travail. Élu premier ministre du Québec. On l'a vu comme ministre de l'Éducation sous Bouchard, en train d'implanter la réforme par compétence de l'OCDE. 20 ans plus tard, il revient pour en achever la logique centralisée et laïcisée. Donc en 2019, la loi 21 sur la laïcité de l'État est votée. Elle interdit les signes religieux à tous les enseignants, la croix comprise. Legault utilise la clause dérogatoire pour contourner les chartes des droits. La loi est présentée comme une protection contre les influences religieuses étrangères, mais elle s'applique d'abord aux Québécois de souche qui portent la croix. Et la même année, on retire le crucifix de l'Assemblée nationale, celui qui était là depuis 1936. Voici l'étrange coïncidence. On justifie la loi de la laïcité sous prétexte qu'on doit se protéger des influences religieuses de ceux qui immigrent ici. Mais ce sont les mêmes qui imposent la laïcité qui en même temps justifient l'immigration de masse. On ne s'y oppose pas vraiment. Si l'intention était vraiment de nous protéger, pourquoi interdire aux professeurs chrétiens de porter la croix? Si Legault voulait vraiment protéger les Québécois des influences religieuses étrangères, il avait des options. En France, certains, comme l'UPR de François Asselineau, proposent d'inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution pour protéger l'héritage tout en encadrant le reste. Legault n'a rien fait de tel. Il a interdit la croix, il a retiré le crucifix de l'Assemblée nationale, il a visé tout le monde, mais surtout ce qu'il reste de notre identité catholique. L'objectif Fabien, l'objectif maçonnique, c'est de détruire avant tout l'identité catholique, ne jamais l'oublier. Pas de la protéger des autres religions, de l'éliminer. En 2020, la loi 40 abolit les 72 commissions scolaires élues, remplacées par des centres de services sous contrôle direct de Québec. 600 élus scolaires éliminés d'un coup. Plus de contre-pouvoir local. Et voici le détail, les anglophones gardent le droit d'élire leurs représentants, pas les francophones. Les nôtres sont désormais désignés. Et dans une loi sur la gouvernance scolaire, on prend le temps d'effacer toute mention de cheminement spirituel et d'abolir le comité des affaires religieuses. Personne ne demandait ce retrait, il n'y avait aucune urgence, mais on l'a glissé dans la loi de 300 articles, adoptée sous bâillon à 3 heures du matin. Ça vous donne une idée de l'importance qu'ils accordent à l'effacement de notre histoire. Voici le dernier segment de la partie 7, l'heure de la reconquête. L'historien Jean-Claude Dupuis a résumé tout ce qu'on vient de dire dans son œuvre « Sous le lys et la croix ». J'ai pris beaucoup de mes informations de son livre, mais j'ai pris des informations aussi de d'autres sources. Mais voici la citation que j'espère vous allez mémoriser. En 1760, les Anglais se sont emparés du territoire canadien.
En 1960, ils se sont emparés de l'âme canadienne-française. Le territoire, puis l'âme. La conquête physique, puis la conquête spirituelle. Mais tout n'est pas perdu. En un siècle, nous sommes passés d'un système d'éducation qui formait des citoyens cultivés, maîtrisant leur langue et fiers de leur héritage, à une génération d'orphelins culturels, incapables de lire et d'écrire correctement. 53% d'analphabétisme fonctionnel, un vocabulaire divisé par 2, beaucoup d'anglicismes, des enfants qui ne connaissent plus leur histoire, qui ne connaissent plus leurs racines chrétiennes. Mais maintenant, vous savez que cette destruction n'était pas accidentelle. Elle fut méthodiquement orchestrée par des réseaux d'influence étrangers, des réseaux qui ont compris qu'un peuple dépouillé de sa langue, de ses classiques et de sa foi ne peut résister longtemps. Mais tout n'est pas perdu. L'avenir appartient aux familles qui refusent de déléguer l'éducation de leurs enfants à l'État, aux familles qui comprennent que l'éducation, c'est d'abord leur responsabilité, leurs droits et leurs devoirs. En nous organisant pour offrir aux enfants québécois les grands classiques français, le latin, le grec, la catéchèse, nous rebâtirons ce qui fut détruit. Les méthodes qui fonctionnaient dans les années 40, celles que les Japonais ont conservées à l'école Rakusei, elles existent encore. Les livres sont là, les connaissances sont là, il suffit de les transmettre. Une génération suffit pour reconquérir ce que 2 générations ont perdu. Ils ont mis 60 ans à nous déraciner, nous pouvons rebâtir en 20. Il suffit que des familles décident de reprendre le contrôle. Il suffit que des parents disent « Non, pas mes enfants ». Je vais terminer avec les mots de Maurice Duplessis, quelques jours avant sa mort. Ils font erreur, grave erreur ceux qui préconisent la neutralité de l'enseignement. Il ne peut être question de neutralité entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Il ne peut être question de neutralité dans le domaine de l'éducation, parce que la principale lumière qui répand de la vie, qui permet de voir dans le domaine éducationnel, c'est la lumière éternelle. Je dois vous avouer quelque chose, en faisant ces recherches, j'ai découvert un homme que je ne connaissais pas. On m'avait appris à mépriser Duplessis, le dictateur, le rétrograde, le symbole de la grande noirceur. Mais ce que j'ai trouvé, c'est un homme d'une lucidité extraordinaire, un homme qui voyait venir ce qui nous attendait. Et ça me met en colère qu'on ait sali sa mémoire, en colère qu'on nous ait volé ce modèle, mais aussi reconnaissante qu'un tel homme ait existé chez nous. Voilà, c'est la fin de cette série. Vous connaissez maintenant l'histoire qu'on ne vous a jamais racontée. La balle est dans votre camp. À vous de jouer. Merci de m'avoir suivi pendant cette série en 7 parties. J'espère à bientôt.